Bonsoir à tous. Donc, Audrey Touillon, coordinatrice du réseau Schema Alumni basé sur le campus de Lille. Je suis ravie de vous accueillir avec mes collègues qui représentent les différents campus France. Charlotte Miles, notre directrice Alumni. Céline Yvan, juste derrière, notre responsable communication marketing basée sur le campus de Nice. Et puis, Justine, notre nouvelle diplômée ambassadrice du Club Entrepreneur, un club qui existe depuis plus de 10 ans et qu'on relance avec des nouveaux alumni qui s'impliquent. Donc on en est ravis. Un beau duo, Henri et Justine. Henri va nous rejoindre dans quelques instants, s'il n'a pas décidé de quitter la scène. Charles, un grand merci pour ta présence ce soir et puis le témoignage des informations que tu vas nous délivrer avec grand plaisir. On est ravis de t'accueillir pour cet événement de relance du Club Entrepreneur, donc événement d'importance pour nous. Merci beaucoup Charles. Avant de vous laisser la parole du coup pour vous présenter plus en détail, je tiens à vous remercier tous aussi de votre présence. Je reconnais certains d'entre vous qui s'engagent dans le réseau et qui participent à nos événements, des personnes qu'on accueille pour la première fois ce soir et c'est un plaisir. Donc merci à tous et puis je serai ravie de vous accueillir sur les prochains et nombreux autres événements qui vont suivre. Un petit mot, comme je parlais du club entrepreneur, en fait le club entrepreneur est un des clubs métiers qu'on lance à Schema en France et à l'international avec une dizaine d'autres clubs métiers qui sont en train de se lancer ou de se relancer. En quelques mots, qu'est-ce qu'un club métier? C'est vraiment une communauté qui permet de réunir des alumni autour d'un secteur d'activité ou d'une profession dédiée. Si tu veux bien passer sur la deuxième slide, s'il te plaît, Geoffrey. Et donc, dans le but de favoriser les partages d'expériences et de networking au sein de cette communauté. Donc, le club entrepreneur est un des clubs qui a une certaine antériorité à Lille. On a le club management de projet, le club digital data marketing, conseil en M&A, finance, luxe, entre autres. On pourra en parler plus en détail à la fin, au moment du cocktail, si vous le souhaitez. Et puis nos clubs géographiques, dont l'idée est de faire vivre le réseau un petit peu partout, en France et à l'international, puisque l'international est complètement dans l'ADN de Schema. Voilà, je fais vraiment très rapide. Je vais laisser la parole à nos diplômés ambassadeurs qui vont se présenter, et puis évidemment à Charles qui va nous témoigner de son activité. Vous pouvez bien sûr poser des questions, on compte sur vous pour ça. On pense à nos diplômés qui sont connectés également en ligne aux quatre coins de France et puis qui peuvent aussi interagir sur le chat. On partagera les questions également en fin d'événement. Merci à tous. Oui, c'est mieux. Bonne introduction, ça c'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit Audrey, l'idée c'est vraiment de pouvoir parler avec Charles qui nous explique comment il a fait pour créer cette belle entreprise qui est Le Fourgon, qui nous explique aussi son parcours. On a prévu plusieurs parties. Il y a 1 heure, 1 heure et quart, et ensuite on passe au cocktail pour encore plus approfondir. Là, le début c'est vraiment de comprendre qui est Charles, qu'est-ce que tu as fait aussi avant, puisque tu as eu une autre entreprise aussi avant, ce que tu as pu apprendre aussi dans tout ça. Après, il y a une partie de genèse sur Le Fourgon. Et ensuite, on avait envie d'entrer vraiment dans ton quotidien. C'est bizarre de te parler en regardant, ça va pas du tout. Dans ton quotidien. Et après, il y a une partie aussi best practice. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce? Ensuite, vos questions aussi. Donc, si vous en avez, l'idée, c'est qu'on puisse les entendre juste après. Voilà dans l'idée. Oui. Ouais, c'est bien, très bien résumé. Ce que je vous propose du coup, c'est peut-être qu'on commence. Charles, tu peux peut-être te présenter. Nous, on ne s'est pas présenté, c'est vrai. Moi, je vais me présenter, je te laisserai faire pareil après. Moi, je suis Henri Bervic, promo 2010, et je commence sur le club entrepreneur depuis septembre. Là, on a décidé de le relancer avec Audrey parce qu'il n'avait pas été animé depuis le Covid, c'est ça, il me semble. Donc, on est sur les premiers événements post-Covid, et l'idée, c'était de trouver des intervenants comme Charles pour venir parler de leur expérience. Donc voilà. Et j'ai trouvé sympa le fait de relancer ce club, donc c'est pour ça que je me suis investi dessus. Et moi, je m'appelle Justine. J'ai créé Slow Mode, c'est des boutiques de vêtements de seconde main. L'idée, c'est de montrer qu'on peut s'habiller avec un bel impact, peu d'impact sur la planète, tout en étant stylé. Parfait. Charles, on te laisse te présenter du coup.
Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Charles Christori. Donc, moi, j'ai fait Schema aussi, mais avant, j'ai fait surtout l'ITEM. L'ITEM, c'est central Schema, donc je fais partie de la première promo. Donc, pour vous tous qui avez fait Schema, c'est un petit truc qui a été sur le coin de la table avec cette volonté d'être ingénieur, d'avoir cette notion de management intégrée post-bac. Et Schema, étant le partenaire principal à l'époque de l'ITEM et toujours, j'ai fait un master, etc. Donc, ravi d'être là. Donc, je suis aussi un peu forcément alumni, comme vous tous. Comme tu l'as dit, Justine, moi, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai monté une première entreprise donc en 2008, post-études, qui s'appelle Addictiz, que j'ai revendue. Donc, Addictiz, on était éditeur d'une plateforme SaaS de jeux marketing. Donc, en gros, on permettait aux marques de performer par le jeu. Concrètement, une marque qui voulait animer, engager sa communauté, qu'elle soit sur les réseaux sociaux mobiles, on pouvait acheter un jeu, c'était le début d'Addictiz, elle payait pour un jeu qu'elle payait 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et on a créé une techno qui permettait de faire autant de jeux qu'elle pouvait, en tout cas, sur une année, pour activer encore plus ses communautés. Et donc, voilà, et Addictiz, on a été très connu par un truc qui n'était pas flushé en début. Voilà, on a eu 25 millions de joueurs en France à l'époque. Et donc voilà, je l'ai revendu en 2018, à un groupe qui s'appelle Webedia. Webedia, c'est Allociné, jeuxvideo.com, pour ceux qui connaissent, avec cette volonté de pouvoir clôturer une forme de première étape entrepreneuriale où Addictiz a été up and down de manière assez forte, et aussi de pouvoir aller sur un sujet qui était l'impact, de pouvoir relancer une boîte et d'essayer en tout cas d'infléchir cette courbe du réchauffement climatique qui nous concerne tous et toutes. Et donc, voilà, donc j'ai accompagné Addictiz 3 ans, et puis comme je n'aime pas trop m'embêter, j'ai quitté en mars 2018, et en 2021, pardon, et puis on s'est lancé avec le fourgon en avril 2021. Et justement, alors du coup, quelle est la genèse du fourgon? Pourquoi cette idée? Comment c'est arrivé? Écoute, en fait, je voulais avoir de l'impact. J'adorais mon métier avec Addictiz, on était une cinquantaine de personnes, on faisait des super projets, on était très innovateurs, Paf le chien a fait partie de ça, dans notre ADN, on a été une des premières boîtes à faire des choses sur Facebook. Facebook il y a 20 ans, là, cette année, 20 ans, donc ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Mais on a été très innovateurs tout le long de la boîte, mais à la fin, évidemment, nos clients étaient des grandes marques qui étaient abonnés à notre plateforme, qui achetaient un peu de services en plus. Mais à un moment, un de nos premiers clients, c'était Lidl. On faisait des trucs géniaux pour eux, et à la fin, on commence à se poser la question d'aider Lidl à performer encore plus. Quand on voit l'impact de leur nourriture, des déchets, etc., on pouvait commencer à se dire, bon, et c'est vrai qu'en interne même, on avait des remontées de salariés qui disent qu'en fait, Addictiz, j'adore parce que super ambiance d'équipe, on a un super projet, mais à un moment, est-ce que ce qu'on fait est vraiment louable quand on regarde certains de nos clients? Et donc, moi, voilà, au fond de moi, j'avais à peu près cette même réflexion. Et donc, quand on voulait corriger les choses, on est une boîte de service, dans un bureau assez classique. On commence à dire, bon, à Euratech, donc ici, bon, c'est peut-être intelligent de prendre un sac quand on va chez Casse-Croûte ou La Famille, et puis que ce sac, on le réutilise. Ça évitera qu'il ait 3 secondes et demie d'utilisation. On fait des petites actions comme ça, un potager, on a mis un compost. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus grand-chose à faire. Ou alors, il faut choisir ses clients, mais il y a un vrai sujet. Donc, une des raisons qui m'ont amené à vendre la boîte, c'était aussi pour pouvoir aller faire autre chose. Et donc, la genèse, elle est très profonde au fond de moi, et ce sentiment de dire, je peux apporter plus. Et donc, voilà. Et dans le cheminement de la vente, moi, j'ai fait un vrai, je veux dire, coming out sur mon transport. J'en pouvais plus de ma bagnole, vraiment. J'allais le matin, j'habite Nouveau-Marc. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de prendre sa bagnole pour faire 10 minutes de moins qu'en vélo. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis en vélo comme tous les jours. Les gens me prennent pour des fous à l'école. Henri, à l'école, quand je te croise le matin. Mais en fait, je suis plus heureux. J'ai du temps. Je suis pas trop mouillé parce qu'en fait, un bon point de choses, ça fonctionne. Et donc, j'ai commencé à être dans cette démarche de dire comment je règle certains sujets. Et donc, avec un pote, Maxime, un de mes potes d'enfance, on était aussi dans cette démarche entre potes autour d'une bière à se dire, tiens, qu'est-ce que tu fais toi dans ta famille pour essayer de changer, comment tu réduis, voilà. Et puis, on a une discussion, et puis on était avec cette bière sur la table, parce qu'on aime la bière dans le Nord, voilà. Et on se dit, mais c'est quand même hallucinant que ce produit-là, ça fait 15 secondes pour servir 3 bières,
qui est neuf et qu'on le fout dans une poubelle. C'est quand même un manque de bon sens. Je prends souvent cet exemple-là, de dire, c'est comme si à chaque fin de repas, vous preniez votre assiette, et vous la mettiez dans votre poubelle. Il y en a qui font ça ici ou pas? Non? Non? Oui. J'espère pas. Et voilà. Et donc, on a transformé vachement l'usage et on a même inventé d'ailleurs l'assiette en carton, l'assiette en plastique, parce que c'est quand même plus pratique, quoi. Voilà. Et donc, c'est quand même un non-sens. Et donc, on s'est juste basé là-dessus en disant, qu'est-ce qu'on veut faire autour de ça? Et au début, c'était autour d'une bière, on réfléchissait. Et à Euratech, il y a une boîte qui s'est montée qui s'appelle Dashbox. Dashbox, c'est Refectory aujourd'hui. Et en fait, eux ont réussi un modèle de livraison. Donc, Dashbox, c'est des paniers repas le midi qu'on peut choisir sur l'app et on se fait livrer. Ils ont un modèle de tournée optimisé. Et j'ai dit, mais tiens, si on plug ce truc-là de consignes qu'on a tous consciemment ou inconsciemment dans la tête, ça fait partie du patrimoine français, européen, de l'humanité, parce que ça s'est arrêté il y a 40 ans. Si on plug ce truc-là, tech, qu'on sait faire, sur un modèle de réemploi de reverse, on a certainement un modèle. Et donc voilà, la jeunesse, elle est là-dessus. Et puis une troisième personne avec qui on s'est associé, c'est Stéphane, qui était le CTO d'Addictis depuis une dizaine d'années. Donc il fallait quelqu'un de tech pour faire de la tech, même si je suis très geek et sur ces sujets-là. Mais évidemment, je suis pas développeur, même si je suis un peu développé, c'est pas ma force. Donc ça on se trouverait. Et donc voilà. Et donc on a monté ce truc-là il y a maintenant 2 ans et demi. Ok. Et comment tu te dis, parce que tu passes Addictis, du coup, la tech, donc le truc super moderne, et tu te dis, tiens, je vais aller chercher un métier qui n'existe plus depuis 40 ans, et je vais le réinventer, et ça va marcher. Ouais, il y a... Alors, on a beaucoup picolé. Donc non, mais en fait, il y a un truc de fond, c'est qu'effectivement, ça paraît totalement loufoque. De dire, le mec, il fait du SaaS, il fait 100% de marge brute, il n'y a pas beaucoup d'investissement, c'est du service qu'on met en mode SaaS. Et là, il va dans un truc où il n'y a pas de marge, il y a une concurrence de maboule, parce que l'alimentaire, c'est hyper concurrentiel. D'ailleurs, l'actualité du moment, agriculture, c'est une des raisons. Hein. Les prix sont tellement tirés, et puis on tire à fond le truc, et du coup, on fait des produits de merde. Donc, on rémunère mal les agriculteurs, et puis au milieu, on se bat. Et puis, il y a des gens à la télé qui disent c'est qui le moins cher. Concrètement, mes convictions fortes là-dessus. Et donc, concrètement, ouais, c'est sûr que c'est un peu fou de se dire, on va dans un truc comme ça, où en plus, il va falloir qu'on soit beaucoup, il va falloir monter des entrepôts, il va falloir dépenser des millions d'euros, et encore des millions, ça sera certainement pas suffisant, il va falloir embaucher des centaines de personnes, certainement demain des milliers. Oui, donc, mais par contre, je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi, je sais ce qui m'anime. J'ai la chance d'avoir vendu une boîte et d'avoir gagné beaucoup d'argent. Je peux m'arrêter de bosser si je voulais. Mais ça ne m'intéresse pas, en fait. J'ai 3 gosses, 9, 6 et 4. Il y a quelques années, vraiment, j'étais en mode, mais en fait, je ne veux pas me retrouver devant eux lorsqu'ils auront 18, 20 ans et qu'ils me diront, papa, tu savais, tu n'as même pas essayé. Tu n'as même pas essayé de changer 2-3 trucs. Se planter, c'est pas grave, en fait. Hein. J'ai aucun problème. Peut-être que dans 2 ans, on se retrouvera. Il s'est planté. J'ai aucun sujet. J'aurais essayé de changer les choses. On aura essayé collectivement de changer les choses. Et ce truc-là, il est vraiment fondateur chez nous, alors Max, moi et l'ensemble de nos collaborateurs aujourd'hui, parce que en fait, le réchauffement climatique est tellement fort, on ne se rend pas suffisamment compte. Je parle peut-être certains avec des degrés différents, mais c'est un vrai parallèle. 4 degrés de plus en 2100, c'est pas juste on a un peu plus chaud, hein, c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de l'humanité. Et je pèse mes mots et ça fout une ambiance de merde, mais c'est une réalité. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas arrêter, on ne va pas se dire, ok, c'est pas grave, voilà, on est conscient de ça, on vit bien, mais il faut changer nos habitudes, fondamentalement. Et donc, nous, on essaye aujourd'hui, notre mission avec le Forum, c'est d'essayer d'apporter un service pour plein de gens qui ont des difficultés de temps, de famille, et qui ont du mal, on en parlait tout à l'heure des magasins vrac, de pouvoir aller vraiment à cet endroit-là, faire le truc. C'est compliqué. Nous, on leur apporte la solution avec un super service et des super produits à un bon prix. Donc, voilà. Et justement, du coup, votre métier actuellement, qu'est-ce que c'est? Comment tu as fait pour remettre en place la consigne? Écoute, nous, on a un métier, comme je dis, on a rien inventé. On a repris le métier du livreur de lait, du brasseur de l'époque, hein, où concrètement, on est un service de livraison de produits consignés à domicile au bureau. Je sais pas, d'ailleurs, certains sont clients ici.
Voilà. J'ai un code promo pour les non-clients à la fin. Ne vous inquiétez pas. Je sais que les temps sont durs en ce moment. Mais voilà. Donc concrètement, on livre à domicile ou au bureau parce que 10% de nos clients sont aujourd'hui des entreprises. Yanka, qui est traiteur, est un de nos gros partenaires aujourd'hui voilà, pour leurs événements. Et donc concrètement, vous allez sur l'application, vous sélectionnez vos produits préférés. Donc on a commencé sur les boissons il y a 2 ans et demi qu'on s'est lancé parce que c'était un marché plus facilement pénétrable parce que des bouteilles en verre, pour les remplacer par du verre consigné, c'était plus facile que de passer du plastique au verre par rapport à l'embouteillage des producteurs. Par exemple, une brasserie, tout bêtement, il fallait juste s'assurer que la bouteille était remployable techniquement, qu'elle ne casse pas, que l'étiquette soit soluble, etc. Donc on a commencé par les boissons. Et donc aujourd'hui, on est en train d'élargir de manière assez forte sur le reste, alimentaire, maison. Et donc vous choisissez vos produits, vous les ajoutez à votre panier, vous avez un créneau de livraison de 2 heures. On livre dans la métropole lilloise, mais on est dans 19 villes aujourd'hui, de 5 fois par jour. Vous pouvez commander jusqu'à 2 heures avant le créneau. Concrètement, sur le créneau de 19-21, si vous commandez avant 17 heures, vous pouvez vous faire livrer entre 19 et 21, si le créneau n'est pas plein. Donc service, vous n'avez pas mieux ailleurs. Et au même moment où on livre chez vous, on récupère les caisses et les contenants vides, bouteilles et bocaux, qu'on ramène dans nos entrepôts, qui sont du coup triés, puis nettoyés et remplis par un producteur. Et ainsi de suite, tout ça 40 fois en moyenne. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu sois passé du mode SaaS, où tu n'es que du service, où là tu as beaucoup de manutes et autres. Ça se ressent du coup au niveau des marges, tu l'as dit. Et du coup, comment tu fais pour construire ton business model à ce moment-là? Et comment tu gères aussi toute la partie financière, construction de ce business model-là? Parce que tu l'as dit, ça demande beaucoup d'investissement. Donc vous avez dû être suivi par des fonds, des banques et autres. Donc comment tu as fait pour construire toute cette partie-là, business model, et après réalisation des levées de fonds, emprunts bancaires et autres? Alors oui, on a une conviction qu'en allant sur ce marché-là, soit on faisait, et ça sans humilité, sans manque d'humilité, ou c'est pas le sujet, soit on faisait un truc très gros, on visait une boîte à 1 milliard, vraiment, soit ça va rien d'y aller. Parce que, et quand je dis 1 milliard, c'est 1 milliard de bouteilles et de contenants. Parce qu'il y a un tel niveau, la bouteille d'eau Saint-Amand, je crois qu'on doit l'avoir de 45 centimes aujourd'hui, ou 48 centimes, TTC. Tirer un peu la TVA, vous avez votre marge, on va gagner 15 centimes sur la bouteille pour payer un SMIC sur le mois, il faut en vendre. Hein. Donc, soit on avait l'ambition de faire un truc énorme, soit ça ne servait à rien d'y aller. Et d'autant plus que si on était juste à se dire, on va faire 500 000 bouteilles à l'année retournées, en fait, quand il y en a 19 milliards en France qui sont consommés chaque année, 100 milliards d'emballages, ça n'a pas d'impact. Donc, tout de suite, pour répondre juste à ton point déjà de départ, le postulat, c'est soit on voit gros, on se donne les moyens de voir gros, soit ça ne sert à rien d'y aller. Entre deux, il n'y a que des morts. Toutes les boîtes qu'on a vues de delivery, service de livraison, qui soient consignés, pas consignés, mais qu'on a vu post-Covid se lancer en se disant c'est génial, c'est la nouvelle ère, on va tous se faire livrer, etc. C'est un peu moins vrai, un retour sur beaucoup de business d'ailleurs depuis le post-Covid. Toutes ces boîtes-là ont du mal à scaler parce que concrètement, ils ont vu le truc avec de la tech mauvaise, donc à 3-5 commandes par jour, ils étaient déjà débordés dans les opérations. Et en plus de ça, comme ils voyaient le truc très petit, les gens, les financiers, ont du mal à venir parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'ambition. Donc comme il y a des démarches compliquées, le truc sera vraiment intéressant dans ce cas très vite. Donc on a levé en plusieurs étapes, on y est allé par étapes. Donc notre play de départ, donc on a levé 16 millions d'euros en equity depuis le début, en dette 9 millions en 2 ans et demi. Et donc, ce qui ne sont pas des grosses sommes, je le redis à toutes mes équipes tous les jours, c'est pas beaucoup d'argent. Quand on se bat sur les mecs qui ont ça en marche sur un hyper par an. Et donc, notre sujet, ça a été de dire, première étape, d'être focus, donc c'est on ouvre Lille, Boisson, et on valide le modèle. On se donne au pire 2 ans, le reste on verra. 2 mois après, on s'est dit c'est bon, ça c'est validé. Ça a été vite, très rapide, le service était là, les gens adoraient, et puis tout de suite le chiffre est vraiment monté. Donc on s'est dit il faut qu'on répète notre modèle. Deuxième étape, donc on a relevé un peu d'argent pour ouvrir un deuxième entrepôt à Léquin, qui n'était pas loin parce qu'on avait des besoins et des demandes énormément dans les web, la PVL, etc. Donc on s'est dit ok, là on ouvre un deuxième, on réplique et on montre qu'en un clic techniquement on ouvre un entrepôt, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui. Si on veut ouvrir une ville, c'est un clic. Après il faut mettre des racks, des gens, des stocks, etc. Mais techniquement c'est notre modèle, c'est hyper facile pour nous. Si on veut faire l'international, il manque juste que la trad aujourd'hui. Et donc ça on l'a validé. Et donc on a validé Léquin, on a ouvert ensuite une autre région
etc. Et après est venu le plan d'expansion, et c'est là on a relevé été 2022 pour se dire, OK, on va déployer 19 entrepôts au total, ce qu'on a fait. Du coup, on est dans des villes comme Nantes, je l'ai dit, Bordeaux, Metz, qui est une des dernières, Strasbourg, Lyon, etc. Donc 19 villes agglomérations, donc on sert 19 agglomérations, ça représente 2500 villes tous les jours. Et donc, ça, on a relevé de l'argent là-dessus, en disant, OK, on va le déployer et passer le truc à scale, mettre des drapeaux partout. Et on a relevé du coup 10 millions d'euros cet été en Série A pour dire, OK, on a mis des drapeaux partout. Notre enjeu maintenant, c'est l'élargissement de l'offre. Et donc, accompagnez-nous à élargir l'offre. Il y a par exemple du shampoing, du gel douche qui arrive début avril. On a recruté quelqu'un qui s'appelle Atina, qui est chef de produit sur cette verticale-là, qui arrive en septembre. Le truc sort en avril. Et on ne peut pas aller plus vite parce que la transformation des fournisseurs, des producteurs, elle est super longue là-dessus. Et donc, pour l'instant, on est juste à dépenser comme des maboules pour créer ça. Par contre, le jour où on sort ça, je montre à plein de gens, j'en dis, je suis client direct, je le rajoute à ma caisse. Donc, on est en train, voilà, ça c'était vrai truc. Et après, il y aura l'étape d'après. Donc, on y allait étape par étape. Et comme les résultats sont là, si tu veux, on les suit. Mais on n'est pas rentable. On est rentable sur le premier entrepôt qui commence à bien gagner sa vie, mais on ne l'est pas sur les autres parce que c'est le premier, donc il y a une grosse traction qu'on a sur l'île. Donc, il faut encore accompagner ça. Et donc, on ne sera pas rentable avant 4-5 ans en global. Et, tu parlais tout à l'heure de recrutement. Vous êtes combien aujourd'hui? On est un peu moins de 300. Et vous serez combien dans 6 mois? Dans 6 mois, j'ai pas de chiffre là, à te dire, je l'ai pas en tête, mais probablement 400. Enfin, d'ici fin de l'année plutôt, 400 personnes. Justement, ça allait être ça ma question, c'était comment tu fais pour passer de 3 à... Comment tu gères cette croissance-là? La partie recrutement, elle est clé. Parce que vous êtes tous les trois à fond convaincus, mais comment vous faites pour emmener les gens aussi avec vous et quelle équipe vous avez créée? Déjà, il y a les moyens qu'on se donne, parce que sans moyens, on ne peut pas recruter. Et donc, très tôt, comme on savait qu'on avait ce plan de développement, on s'est dit il faut absolument qu'on ait une RRH dès le début. Donc, dès qu'on était 25-30 personnes, on a recruté quelqu'un. Ce qui est, dans un cycle Addictis, on était 60 personnes. On avait une RH, mais qui était plus dans l'administratif, l'happiness officer. On ne recrutait pas 10 personnes tous les mois. Donc, comme on avait ce plan-là, on s'est dit il faut absolument qu'on monte une équipe RH. Donc, très rapidement. Donc, ça, c'est la première réponse qu'on a. Et ensuite, on a une chance dingue. Alors, je ne sais pas si certains sont entrepreneurs, dirigeants ici, mais beaucoup de moi de potes entrepreneurs, dirigeants me disent j'ai galère à recruter. Nous, on a reçu 24 000 CV en 2 ans, sans dépenser 1 euro. Pourquoi? On communique un peu par rapport à notre marque et de service, surtout parce qu'on est une boîte impact native. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à se dire je fais je retire un peu une part de mon salaire pour me donner du sens au quotidien. Ils ne veulent plus bosser dans des boîtes. Il y a une vraie, dans tous les grands groupes, il y a un vrai raz-de-marée qu'on ne sait pas trop, mais de gens qui partent ailleurs. Nous, on a des cas de personnes qui ont fait 5 ans d'études, qui ont fait 2 ans dans une boîte en marketing, peu importe, en industrie, et au bout de 2 ans, on se dit je démissionne, je me barre, et je ne vois pas l'intérêt de qu'est-ce que j'apporte. Je suis prêt à gagner moins et à redémarrer sur un poste de livreur chez le fourgon. Et certains parce qu'aujourd'hui je les rencontre plus, je les vois juste en onboarding le premier jour, ils me disent ça y est, je vous ai rejoint, et par contre je veux devenir chef d'équipe, demain responsable d'entrepôt. Donc il y a des vrais parcours, et ça m'a un peu stupéfait à tel point le truc est en train de se transformer. Donc voilà, donc on a la chance d'avoir ça, et après on a processisé, je suis un dingue de comment on scale, donc comment on met à l'échelle tout truc. Donc c'est comment on recrute par vague, comment quand on lance une ville, on est 2 semaines avant, donc on a un playbook d'ouverture de ville qui était très clair. On a un peu mis en stand-by aujourd'hui parce qu'on a arrêté d'ouvrir, on réouvrira fin d'année. Mais concrètement, c'est vraiment ça. C'est comment dans notre tête, on processise à fond, parce que sinon ça marche pas. Finalement, en élargissant la gamme, vous allez venir commencer à marcher un peu sur les plates-bandes de la grande distrie. C'est quoi vos relations avec eux aujourd'hui? Moi, ça se passe très bien avec eux. Je dis juste, c'est qui va encore faire ses courses dans un hyper. Le sens de l'histoire, c'est quand même que aller faire ses courses dans un hypermarché, la concurrence de l'hyper aujourd'hui, c'est des boîtes comme Amazon, etc. en réalité. Je paraphrase ma mère qui me disait à l'époque Auchan, c'était génial, j'arrivais dans un énorme magasin, il y avait tout, c'était top, c'était vraiment ça l'hyper il y a 40 ans. Ce qui est un peu Amazon
qui est plus pour mon cas parce que voilà, très très rarement. Mais c'est ça, en fait, se dire on a tous les produits en un clic, quoi. C'est ça ce truc. Donc l'hyper, ça est un modèle qu'on pense mort demain. C'est quasiment une certitude, en fait, si on se met à raisonner à 20 ans. Donc le sujet de demain, je pense qu'il va y avoir un retour de la distribution de centre-ville, ou en tout cas de magasins plus petits, beaucoup plus sur des notions de frais. Voilà, c'est pour ça que des grands frais cartonnent. Alors, est-ce que le grand frais, c'est bien? C'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est beaucoup plus orienté fraîcheur produit, etc. Et tout le fond des courses, ça sera potentiellement du drive, on se le fera livrer. C'est sûr. Donc, nous, l'hyper, on regarde, enfin, les grands distributeurs, on regarde, on se dit juste, c'est qui a envie d'aller passer 2 heures dans un hypermarché un dimanche, quoi, ou un samedi? Je veux toujours faire de ma vie, moi. Donc, ça, c'est le sens de l'histoire. Et donc, nous, on dit juste, on accompagne ça. Et en plus, évidemment, ils commencent à s'y remettre, à dire il y a une annonce hier de retour de consigne en 3 hyper, en grande pompe avec le ministre. Carrefour, ça fait 2 ans qu'ils essaient de faire ça, ils font 6000 bouteilles par mois, retournées. Hein. C'est ce qu'on fait en même pas 1 heure aujourd'hui. Donc, le modèle ne marche pas parce que c'est combien de sacs cabas vous avez chez vous? Posez-vous la question. Et pourquoi vous en avez plus que 1 ou 2? Parce que quand on y retourne, il y a je l'ai encore oublié, j'en achète un, etc. Imaginez-vous avec les bouteilles, si vous devez les ramener, les bocaux sans arrêt, c'est une tannée. Là, vous dites, le fourgon, c'est quand même génial. Il y a une gratos récupérée, il y a le service, il y a quelqu'un de sympa en plus qui dit bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Normalement, c'est l'expérience pour ceux qui sont clients, c'est censé être ça à peu près. Mais non, je pense que c'est à peu près ça normalement partout. Et voilà, donc on regarde, nous, et moi, on a une obsession aujourd'hui dans notre développement, c'est de dire, je regarde mon placard et je dis, c'est quoi les catégories de produits qu'on défonce pour être vraiment zéro déchet? C'est vraiment ça qu'on regarde. Donc il y a des compotes qui arrivent, du riz, des pâtes, il y a plein de trucs qui arrivent de manière assez massive pour la fin du premier trimestre là, et qui vont vraiment chambouler. On va passer de boissons consignées à supermarché zéro déchet consigné. Livré chez vous gratuitement. Ça marche. Sur la partie quotidien, justement, comment vous êtes organisé? Je reviens plus sur de l'interne, mais tu vois, tu as parlé de la tech, du coup, avec le CTO. Toi, tu es plus sur quelle partie? Max, il est plutôt sur quelle partie? Comment vous répartissez tout ça? Même si c'est obscur sur 300 personnes, j'imagine. Enfin, voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. On est plutôt bien organisé, mais moi, je prends la parole devant vous et devant la presse. Voilà. Non, mais blague à part, donc moi, je suis sur le front de l'entreprise. Donc, le front pour l'entreprise, c'est le client, le marketing. Alors, évidemment, j'ai des équipes. Hein. On a 2 personnes sur le marketing aujourd'hui qui ont chacune d'entre elles sur leurs équipes. On a un service client intégré, donc de 6 personnes, donc, avec un truc basique. Hein. Beaucoup de gens m'appellent en disant je suis plein de techno, etc. Et je dis en fait déjà la base, c'est quand quelqu'un appelle, on déclenche. Quelqu'un envoie un message, on répond. Et vite. Là, c'est la base. L'IA, tout ça va certainement aider plein de trucs, mais concrètement, c'est la base. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont oublié ce basico-basique. Quelqu'un me disait le bon sens pour le BSP, le bon sens paysan. J'ai aussi le B2B. Encore une fois, il y a Adrien qui est le Head of Sales et qui gère tout ça avec son équipe de 6 personnes. On a une personne par région, donc qui se développe de plus en plus. On a des bars, des restos qui veulent passer par nous, des traiteurs, des associations sportives, des écoles. Pensez au kermesse zéro déchet, ça cartonne et ça marche très bien. Moins de travail pour l'école, une bonne image pour les enfants et de l'impact facile. Donc on a toute cette partie-là B2B. Il y a l'expansion, même si on l'a un peu mis en retrait aujourd'hui, qui est chez moi parce que l'expansion c'est l'après, donc c'est plus chez moi. Et la partie RH que je gère aujourd'hui avec Sophie, notre RH, mais évidemment en collaboration avec Max qui est sur les opérations et l'offre. Donc, Max est sur les offres, l'opération. Même sur les opérations, on a recruté quelqu'un qui a quasiment 18-19 ans d'expérience dans la supply logistique. Donc c'est lui qui est le patron des patrons d'entrepôt, Et Steph, c'est la tech, qui est le nerf de la guerre, parce que tout a été développé en interne. Donc c'est-à-dire que de la prise de commande à la livraison avec les réappros, les transferts entre hubs, entre sites, l'optimisation des tournées, l'app, etc., tout est in-house. Enfin, ce qui nous permet d'être hyper bon et d'avoir une dette technique très faible et nous permettre de dire plein de nouvelles features, on les lance assez rapidement. Voilà pour le regard. Donc c'est facile en fait. Et après, oui, bien sûr. Et après, peut-être un dernier truc. Chaque entrepôt, on a une vraie vision managériale. C'est un clic. Non, mais on a une vraie vision managériale. On a des patrons et patronnes de sites. En fait, on leur dit, quand ils me disent salut Charles, t'es chez toi, je fais non, je viens chez toi. C'est leur site, c'est leurs équipes.
on les responsabilise à fond, on leur donne de l'autonomie. C'est leur camionnette aussi, je pense. C'est leur camionnette. Ça leur dit il faut que voilà, on a un taré à Saint-Etienne, sa camionnette est aussi propre que sa voiture. Enfin, elle brille partout tous les jours. C'est un sujet quand même parce que surtout par ces temps-là, elle se salisse, il faut nettoyer régulièrement. Mais non, mais quand je dis un taré, c'est sympathique. Mais en fait, on a des gens, voilà, c'est leur entrepôt et moi je peux pas être tous les jours chez eux. J'y vais 1 à 2 fois par an. Et donc voilà. Donc et puis après, je suis pas le seul à me déplacer, mais concrètement, voilà, on a responsabilisé énormément les gens et c'est comme ça qu'on a cette culture d'entreprise. Je pensais aussi du coup bonne tech, bonne idée tout ça, mais il y a le côté produit qui est clé en fait. Comment vous avez fait, parce qu'il y a aussi un sujet sur le local, parce que vous prenez que des produits locaux. Comment vous avez fait pour aller chercher pour les bières, je pense qu'il y avait peut-être déjà des pistes, des gens qui avaient envie, qui y pensaient, mais pour le lait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est Max et son équipe, toute la partie offre. Donc et c'est sûr que il y a des produits où on a été facilement dans la transformation. J'expliquais la bière, c'est un produit plus facilement transformable aujourd'hui par la typologie. En plus, les brasseurs étaient déjà sur des bouteilles standards. Donc en fait, c'était assez simple. Il fallait qu'ils changent leur étiquette. Voilà. Donc on a les dernières brasseries du Nord qui sont enfin passées à la consigne, comme Goudal. Mais il y a 2 ans et demi, ce genre de marques, c'est pas forcément eux, nous disaient ça a disparu il y avait longtemps, c'est qu'il y avait une raison. Aujourd'hui, ils se disent tous, tiens, c'est pas idiot. Ma bouteille me coûte plus cher que le nettoyage qu'on me propose. Donc, tiens, on va peut-être s'en remettre. Ça, c'est le vin. C'était en transformation il y a 18 mois où on s'est fait rappeler par tous les producteurs de vin en disant ouais, en fait, on va peut-être s'y remettre. Et d'un coup, on dit vous êtes devenu écolo. Non, je suis financier. Donc, voilà. Donc, la montée du prix de l'énergie, c'est une très bonne nouvelle pour la planète. Alors, ça nous affecte au quotidien en disant merde, ça coûte plus cher. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, ça nous oblige à faire moins avec ce qu'on a et donc à penser différemment. Et c'est un exemple qui montre que ça a du bon. Voilà, et donc voilà, il y a des produits comme le lait. Il n'y a plus de lait français en France stérilisé. Il n'est toujours pas dans le Nord. Mais on a réinvesti dans un producteur de lait au sud de Lyon pour qu'il se remette au stérilisé. Donc il réembouteillait l'embouteille en verre. On a acheté le parc de bouteilles pour lui. On lui a acheté une machine pour la stérilisation. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on est en rupture tous les 4 jours. Enfin, c'est vraiment voilà, donc on est en train de réinvestir dans une laiterie dans le nord de la France. Sur la Côte d'Opale pour faire pareil, mais pareil, c'est un projet depuis 1 an et demi, on en parle, on le fait, il faut que ça aboutisse. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, nous on en a peut-être un peu plus, mais on n'a pas levé 15 millions pour faire 18 producteurs de lait. Et donc voilà, donc on le fait de cette façon-là et on transforme vraiment les choses. Donc voilà, il y a plein de. Et oui, c'est long et sur la nourriture, là, je parlais des pâtes et du riz qui arrivent prochainement. Notre enjeu, c'était de réussir à sortir 500 grammes de pâtes dans un prix cohérent au prix du plastique ou du carton plastifié, parce que le carton est souvent plastifié. Et donc, pour trouver ça, il fallait trouver des gens, des industriels qui soient capables de mettre en bocal à une certaine fréquence, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est que les lignes aujourd'hui, elles sont pareilles pour foutre du plastique à tout va, et donc finalement le coût de revient est assez faible. Et donc, pour retransformer ça, il faut trouver des astuces, parfois renier un peu plus notre marge que eux font pour réussir à être cohérent. Et globalement, on y arrive, mais ça prend plus de temps. Et du coup, quand vous avez des nouveaux partenaires comme ça, c'est vous qui sourcez, ceux qui viennent vous voir, comment ça se passe? Sur les boissons, qui sont vraiment les catégories matures, aujourd'hui, on a beaucoup d'appels entrants et on ne peut pas tout gérer. Et puis, on peut pas non plus avoir 5000 références de boissons. Ça n'a pas de sens d'un point de vue logistique à pro. Donc voilà, au début, c'était beaucoup nous. Sur certaines catégories, on nous appelle les en plus et puis on regarde, on change. Et puis sur le reste, on est assez pushy. On a du miel qui vient d'arriver. Ça, c'est un producteur qui vient nous voir en disant j'ai la solution, on y va. Donc on a pu aller plus vite. Voilà. Donc là, les compotes, c'est nous qui sommes allés voir les producteurs. C'est le même mec qui faisait les jus. Et on dit tiens, tu pourrais faire les compotes. Ah, c'est pas tout de suite, mais c'est pas vraiment moi qui les fais. Donc voilà, ça prend plus de temps, mais c'est un peu des deux, mais voilà, on a beaucoup aussi d'appels entrants. Et donc, quand vous arrivez en local et que vous ouvrez un nouvel entrepôt, vous recommencez tout quasiment de zéro parce que vous trouvez des partenaires locaux à chaque fois? Oui, on a une offre globalement de 60% locale. C'est à peu près le chiffre. Parfois, c'est un peu moins parce qu'il y a un peu moins de producteurs locaux dans certaines régions. Le reste, on a toujours des produits de marque, du Coca-Cola, on a de l'Evian, voilà, qui sont des produits qu'on est obligé un peu d'avoir. Mais on a un vrai axe sur le local pour venir transformer localement pour plein de raisons. Un, on est content de l'histoire qu'on raconte. 2, la bouteille, elle circule un peu moins, même si la grosse part de l'impact d'une bouteille, c'est la fabrication. Hein. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un. Pourquoi le
le plastique ou le verre à usage unique sont décriés, c'est qu'en fait, on met beaucoup d'énergie pour fabriquer du plastique. On chauffe du pétrole à 900 degrés. En plus, on l'a extrait, pas en France, dans des pays lointains. Donc, il y a un coût fort là-dessus. Il faut beaucoup d'eau pour l'extraction. En plus, le verre, le problème du verre, c'est qu'il faut le chauffer à 1600 degrés. On va chauffer la silice, le sable à 1600 degrés. Donc, concrètement, c'est beaucoup d'énergie, c'est du gaz. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que le plastique, comme il y a un peu moins de matière, est plus intéressant sur la première phase. Alors, je ne parle pas de l'aspect sanitaire. On mange une carte de crédit par semaine, chacun d'entre nous, problématique de cancer, co. Mais voilà, perturbateurs endocriniens. Et donc, concrètement, voilà, c'est la réalité. Et donc, le verre a ce problème, c'est que c'est plus énergivore. Pareil, la canette en alu, c'est plus énergivore que le plastique. Par contre, dès qu'on le réemploie, dès qu'on nettoie, c'est comme la machine à laver, 60 degrés. Et donc, voilà, donc on arrive finalement à des 3 utilisations à faire qu'une bouteille en verre réemployable soit meilleure que n'importe quel autre contenant. Et on peut l'amener à 40, 50 fois en moyenne. Et donc, voilà, en région, il faut réussir à transformer ça, trouver le producteur qui est prêt. Certains s'en foutent ou ils n'ont pas le temps, c'est pas le sujet. Donc voilà, on source, mais effectivement, pour plus de 50% de notre offre, minimum 60 dans certains cas, on doit aller localement. Et c'est ce qui fait notre différenciation. Et donc comme j'expliquais, il y a quand même une part transport. Donc si ça reste en région, c'est encore mieux. Donc voilà. Ok, très bien. On a fait le tour sur l'historique du fourgon. Tu nous as dit que la prochaine étape, c'était d'augmenter la gamme. Dans les 5 ans à venir, c'est quoi l'objectif? Il est où le fourgon dans 5 ans? Et quelles sont les étapes pour y arriver? J'espère que dans 5 ans, on couvrira 80% de la population française, à peu près en livraison, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a 3 régions majeures qu'on n'est pas, c'est le sud, l'Île-de-France et la Normandie. Alors, il y a quelques villes comme La Rochelle aussi, etc., Dijon, mais c'est un peu ça notre ambition. J'espère qu'on fera dans 5 ans, je n'ai pas le chiffre exact, mais plusieurs centaines de millions de contenants réemployés chaque année, ça approche des milliards. Et qu'on aura certainement mis à ce moment-là quelques pieds à l'étranger, parce qu'il y a du boulot aussi en Belgique, en Espagne, en Italie. L'Allemagne, c'est un peu bloqué parce que la consigne n'a pas disparu, donc il y a déjà une boîte qui fait ça, etc. Mais voilà, on aura ce projet-là, évidemment, d'aller un peu plus loin qu'en France. Ok. Je propose qu'on passe sur la dernière partie. Retour d'expérience, pas forcément spécifiquement sur le fourgon, mais du coup, tu nous as expliqué tes réussites. Mais est-ce que tu as eu des échecs, Charles? Sur le fourgon ou pas que? Partout. Le fourgon, c'est un peu étonnant, mais pour l'instant, on n'a pas de gros fail. On aura peut-être une ville qu'on verra différemment, mais qu'on a en tête. Mais pour l'instant, on a une chance incroyable parce qu'on a de l'expérience. J'aurais clairement pas pu monter cette boîte comme j'ai monté Editis à 22 ans. Ça n'aurait pas marché. Donc, le fait d'avoir revendu, levé des fonds, passé par des up and down. Voilà, on a eu un fail avec Editis qui a été dur. Hein, c'est pas Fluchien à l'époque. C'est encore une fois pour ceux qui connaissent, on a été connus par ça. Il y a encore des gens qui m'appellent à Euratech, salut PAF. Je dis voilà, mais concrètement, ce truc-là a fait parler de la boîte de manière massive en France en les années 2009 à 2012. On a eu une série animée sur Canal. Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont faits autour de cette marque, et c'est ce qui a failli nous tuer. Parce que le jeu vidéo, donc le casual game qu'on faisait, on avait beaucoup d'utilisateurs par mois, je peux mémoire 3 millions qui jouaient tous les mois. Et le jour où un jeu comme Clash of Clans ou Candy Crush sont arrivés sur mobile, ils gagnaient de l'ordre de 15 € par utilisateur par mois. Nous, on gagnait 15 centimes. On était pareil, peu de marge, mais on se débrouillait, on avait du volume. Ces gens-là ont acheté tout le marché publicitaire à l'époque, 2 plateformes, Facebook et quelques ad networks. Donc les prix sont passés pour nous, on arrivait à se débrouiller à acheter à 10 centimes, et c'est 10 centimes à 4 €. Donc quand on gagne 15 centimes par mois, ça ne marche plus. Voilà, pour le coup. Donc là, ça a été un gros fail parce que, alors, à la fois, je pense que on a essayé, on avait levé de l'argent à l'époque, 2 millions en 2012, mais ça nous a remis en question d'essayer de se battre et on n'y est pas arrivé. Donc on a arrêté le B2C, et ça, c'était début 2015, et oui, c'était une semaine, j'en avais parlé à certains, mais semaine où ma premier enfant naît, et je vire 15 personnes. Même semaine. Je crois que je vire, et 2 heures après, ma femme a accouché. L'ascenseur émotionnel, entrepreneurial, je crois qu'il n'y a pas pire. Et donc,
Donc ouais, ça a été dur, mais on a rebondi et je suis tellement heureux de l'avoir fait parce que je pense que ça représentait beaucoup plus la boîte, notre plateforme SaaS, ça nous a permis de recentrer là-dessus et puis on s'est vachement bien développé derrière. Et ouais, ça a été un gros fail voilà, d'image aussi parce que, encore une fois, quand des gens, 8 mois après l'arrêt du truc, t'appellent encore paf, ouais, il y a un peu d'ego, quoi, forcément. Tu disais que tu aimais bien le côté scale et outils. Est-ce que tu as des outils, des bonnes pratiques, des choses comme ça que tu peux nous donner je sais pas, par exemple, tu as pas mal d'investisseurs. Comment tu fais pour échanger avec eux Comment tu t'organises pour faire tout ça? Ouais, on a 90 souscripteurs, fonds et business angel. Donc le sujet, c'est la com. Enfin, c'est la base de relations humaines. Moi, j'ai investi dans une quinzaine de boîtes. Quand je reçois un mail tous les 8 mois en disant salut, ça va, tout ça, je suis là, mais en fait, ça marche pas. Donc, un des trucs, c'est tous les mois, je fais un mail. Bonne pratique, c'est régularité. C'est valable dans n'importe quel métier. Hein. Ce qu'on dit à nos bulles, business unit manager, responsable de on dit toutes les semaines, tu fais un kick-off avec ton équipe. Toutes les semaines. Si tu fais pas ça, c'est la base, ça marche pas. Donc nous, voilà, régularité. Juste envoie un mail aux 80. Ouais, je fais un mail simple, newsletter, simple, okay. Bullet point, quelques images pour faire un peu de marketing sur tiens, on a lancé tel produit, voilà, on était dans tel truc à la télé, enfin voilà, les événements forts du mois. Et les événements aussi, on dit bah ouais, sur ça, on n'est pas encore bon, quelqu'un peut nous aider, etc. Et on a des mecs qui lèvent la main, etc. Donc c'est cool. Donc ça, c'est un premier point. Et l'outil, c'est un simple mail, basique. Voilà. Après, moi, je suis un gros geek de spreadsheet, Google Sheet. Je supporte plus Excel en peinture. Les gens me prennent pour un taré là-dessus. Donc Google, la suite Google, ça fait 15 ans que j'utilise et c'est tellement pratique sur le collaboratif, sur toute la notion de, ça fait un peu geek, mais d'API, de connectivité qu'on peut faire avec d'autres outils. Tout ça est hyper bien connecté. Excel, it's over. Donc voilà. Et pourtant, beaucoup de gens me disent Excel, c'est truc, ils ont une telle marque. Voilà. Alors ils ont progressé depuis, hein, mais voilà. Donc voilà. Et puis ensuite. Qu'est-ce que je peux parler en termes d'outils c'est les principaux que j'utilise après avec Google Slide, etc. Parce que je suis sans arrêt en train de présenter, d'aller. On fait un itinéraire, ce qu'on appelle une réunion mensuelle, pareil avec nos équipes, les 300 personnes, en visio évidemment, tous les mois, une demi-heure. Toute la boîte. Donc voilà. Et ça nous paraît tellement évident, partager le truc. Donc, et vous trois, vous voyez mais vous avez des réunions précises ou c'est juste avec les BU? Toutes les semaines. Okay. En fait, c'est un énorme sujet parce qu'avec Stéphane, ça faisait une dizaine d'années qu'on bossait ensemble avant de monter le forum. Donc, moi, j'étais solo fondeur sur Addictiz, mais bon, il était depuis le début. On se connaît super bien professionnellement. Il n'y avait pas de sujet. Avec Max, mes meilleurs potes, témoins de mariage, on monte une boîte. Professionnellement, ça peut faire un cocktail un peu détonnant. Et donc, là, pareil, communication. On se voit toutes les semaines, de 13h à 15h. On bouffe ensemble, puis on parle des sujets. Et parfois, il n'y a rien, et puis on parle d'autres choses. Parfois, voilà. Et voilà, il y a ce truc-là hyper important. Se parler. On a une valeur chez le Forum, c'est le plaisir. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse faire un métier qu'on n'aime pas. Je ne conçois pas. La vie est trop courte. J'imagine pas qu'on puisse se lever le matin en disant ça fait 6 mois que j'en peux plus de ma boîte. En fait, parle-en à ton manager, discute. Donc nous, on dit, vous avez un problème, discutez. Parlez à votre manager. Si vous avez du mal et c'est avec votre manager qu'il y a un problème, il y a une RH. Si ça marche pas, vous m'appelez sur mon téléphone. Il n'y a aucun problème. Heureusement, je ne me fais pas appeler tous les jours. Et donc, c'est hyper important. Et si vraiment on ne sait pas résoudre le problème, c'est pas grave, on se quitte. La vie est trop courte. Tellement important. Moi, j'ai été stupéfait d'un truc, c'était quand j'avais lancé Addictiz 2 ans après, j'ai pas mal de potes qui étaient partis à Paris dans des cabinets de conseil. C'était une méthode d'ingénieur, de commerce, on fait du conseil. Voilà, je dis à quoi ça sert. Et eux-mêmes qui faisaient ça, je me souviens d'une réunion où je parlais un peu d'Addictiz, ils m'ont demandé de venir un peu ce soir parler des premières années d'Addictiz. C'était une dizaine. Et il y en avait, sur les dizaines, il n'y en avait que un qui aimait son boulot. Un. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez? Alors, la plupart, aujourd'hui, on crée des boîtes, on crée des trucs, voilà, et en fait, mais très tardivement. Mais je dis, mais cassez-vous, quoi. Oui, mais tu comprends la sécurité de l'emploi. Je fais, en fait, il n'y a pas de problème, surtout en France. Une rupture, un truc, vous avez le chômage, merci pour l'emploi, et lancez votre boîte, ou vous faites un truc,
Mais c'est trop court. Et donc, moi, j'ai 38 ans pour l'instant. Je suis encore un peu jeune, mais les années passent vite. Et voilà, il y en a qui hochent la tête là. Mais concrètement, c'est vrai. Donc si on ne faut pas se dire. Donc ce truc-là est hyper important. Et donc communication. C'est la clé. Ça marche. Tu as d'autres questions? Oui. Avez-vous des questions? On va commencer par les questions de la salle et puis on a des questions en ligne aussi, donc on va partager tout ça. Bonsoir Charles. Moi je voulais te poser une question puisque tu accélères à une vitesse folle dans ton implantation locale. Tu es forcément témoin, enfin, le fourgon est forcément témoin du développement de toute l'économie circulaire dont tu as besoin. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience là-dessus? Est-ce que tu trouves facilement les fournisseurs dont tu as besoin pour les bocaux, le nettoyage, la livraison des bocaux, le réassort, etc. Et est-ce que c'est un frein dans le développement de certaines villes? Voilà. Alors on a une chance incroyable, c'est qu'on n'est pas les seuls à se dire qu'il faut qu'on réemploie nos bocaux et nos bouteilles. Donc, et au même moment, on était dans le côté idée de la boîte avant de se lancer en 2021. On commençait à voir différents projets. À Nantes, c'est bout à bout. Hein, c'était une association au début à Nantes qui a commencé à se dire il faut qu'on nettoie. Donc ils sont bien nettoyés en mode associatif, etc. Et petit à petit, c'est une entreprise et ils ont lancé leur centre de lavage. Là, il y a 6 mois, qui est une belle usine de lavage. Avant, ils nettoyaient à façon. Il restait quelques laveuses en France, donc ils faisaient un peu le pont serviciel entre la laveuse qui s'appelait Boutin au sud de Nantes et donc ils faisaient le truc quoi. Donc en fait, on avait tout de suite des opérateurs pour laver. Dans le Nord, c'est pareil. Il y a Ola Consigne. Ola Consigne, ils ont démarré par laver chez Troismont, Pierre, qui est le patron de Troismont avec Extra, dit venez laver chez moi. J'y crois vachement. Il faut remettre ça en place. Donc utiliser mon outil qui n'est pas utilisé tous les jours, parce qu'il y a moins de volume en nettoyage. Donc voilà, donc ça a démarré comme ça, et tous ces gens-là ont créé des structures de lavage. Donc vraiment, c'est assez bien réparti en France aujourd'hui. On en a à chaque fois une par région. Donc ça, c'est OK. La difficulté, c'est certains produits. L'eau, par exemple, ici, on a une chance, c'est qu'on a la Villers, qui est sur Saint-Amand, enfin, qui est la Saint-Amand juste à côté de la Confrontière, qui est assez accessible en prix. Globalement, c'est le même prix à peu près, à quelques centimes près que le plastique en supermarché. Donc ça, on arrive à être bien positionné et à convertir les gens, ceux qui boivent de l'eau en bouteille. Et sur d'autres régions, on n'a pas ça. Voilà, dans l'Ouest, ça va, on a une eau qui est la Planquette, plus élevée, mais ça marche. Et donc elle est consignée. On parlait tout à l'heure, dans le Sud-Ouest, on n'a pas d'eau. Et on voit qu'à Toulouse et Bordeaux, on a un peu plus de mal sur ces catégories-là, parce qu'on arrive avec une Evian qui est considérée comme un produit premium par les marques en verre consigné, alors que c'est le même litre, hein, et donc ils nous le vendent comme le Coca-Cola. Hein, c'est quelques produits comme ça qui nous donnent un impact prix complexe, alors que le reste est vachement bien placé. Et donc où ils vendent plus cher en sortie de ligne la bouteille, Coca et Evian, que c'est vendu en plastique en supermarché. Donc Coca, on fait 8% de marge, ce qui est rien. Parce que si on mettait 30 ou 40, on serait mort. Enfin, on est déjà 30-40 centimes plus cher au litre. Et on ne peut pas faire grand-chose. À part expliquer à Coca, voilà. Donc, Coca, ils ont des idées lumineuses. Ils vont mettre la bouteille de plastique réemployable comme en Allemagne. Alors, on parlera de l'aspect sanitaire. J'aurais posé une question, ils n'ont pas répondu. Mais concrètement, voilà. Donc on a quelques trucs dans certaines régions comme ça. Et après, quand on ne trouve pas, par exemple, je vais prendre l'exemple de la lessive, hein, lessive, liquide vaisselle, sont des catégories de produits qui se développent de plus en plus chez nous et qui cartonnent bien parce que les gens qui font leur bière, ils disent tiens, je vais rajouter la lessive, ça marche bien, en plus elle est bien. Alors au départ, on n'avait pas de producteur dans le Nord. Donc c'était une boîte parisienne qui a remis ça en place au niveau de la consigne, donc on les a distribués nationalement. C'était une façon de démarrer. Et on a trouvé un producteur là qui s'appelle L'Eau dans le Nord, L-O, et qui fait des super produits aussi. Donc après, les gens peuvent choisir. Donc petit à petit, on avance de cette façon-là. Voilà, donc on essaie de naviguer, voilà. Et ce qu'on veut, c'est être local, avoir des basiques avec nos marques propres, qu'on peut transformer, avoir l'aide aux producteurs, etc. Ce qu'on fait en achetant les parcs de bouteilles, en lui garantissant un volume. Mais à un moment, il faut qu'on démarre avec une marque sociale quand on ne sait pas la faire autrement. Donc voilà, on jongle avec ça. Et nos équipes sont challengées sur, évidemment, la disponibilité des produits, sur le fait qu'on soit de plus en plus local et sur le fait que, évidemment, on vive bien aussi et que le producteur vive bien. Donc on arrive à essayer de faire ça. Merci Charles.
Je partage une petite question en ligne et puis n'hésitez pas à poursuivre avec vos questions. Une question très pratique de Thierry. À quoi ressemble l'emploi du temps d'un entrepreneur qui lance une entreprise à partir de zéro? Avec quels interlocuteurs entrer en relation et pourquoi? Je fais la semaine d'un jour. C'est le week-end. Mais non, je bosse. Hein. Enfin, il n'y a pas de secret. Je pense que je suis connecté dès 7h15 jusqu'à... voilà, donc moi, je suis une routine. Je me lève le matin, je fais 10-15 minutes de sport. Voilà, je vous le recommande. C'est dur, mais quand vous mettez votre routine, c'est tellement mieux. On vieillit, on a un peu mal au dos, je comprends mieux. 10-15 minutes. Après, quelques checks de mail. Après, les gosses. Je les conduis à l'école tous les matins. C'est vraiment un truc que je veux garder. Parce que le soir, parfois, on est un peu embêté. Et on a du boulot, on peut avoir un événement, comme ce soir ou d'autres. Donc, je sais que le matin, j'ai mon moment. Et après, ouais, les soirs de la semaine, je suis un peu moins en efficacité entre 21h et 23h, mais je bosse jusqu'à 23h quasiment tous les soirs. Donc ouais, il n'y a pas de secret. Mais je sais aussi faire la fête, je sais aussi faire du sport. Voilà. Et j'ai mon sport. J'essaie de faire 3 fois par semaine du sport le midi. C'est hyper important et je refuse des déjeuners. Parce que si j'ai pas ça, je sais pas. Donc si vous voulez, certaines personnes, j'en ai ce midi, il m'a dit tiens, il faut qu'on se voit. Je dis on va courir ensemble. On va courir ensemble, on va manger ensemble derrière rapidement, mais comment c'est vu. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et après, voilà, c'est du boulot, il n'y a pas de secret. Et sur la question des interlocuteurs, Charles, les interlocuteurs clés à contacter au début quand on lance une boîte? Ça dépend vachement de son projet. Nous, il fallait qu'on lève un peu d'argent. Le premier jour, on a élevé, alors moi j'ai apporté de l'argent, mais on avait 800 000 euros dès le premier jour sur PowerPoint, qui est basé sur mon track record principalement. Donc de gens, de business angels, de potes qui avaient vendu leur boîte comme moi. Ils se sont dit, OK, ton projet est génial, je te suis, on y va. Le fonds qui nous a suivi dès le départ, qui était monté par un business angel d'Addictis, qui était très content de la vente. Donc voilà. Donc c'est ces personnes-là que je suis allé voir en premier. Voilà. Et après, il y a des projets qui ne nécessitent pas forcément de financement. Hein. Se diluer, c'est un autre sujet. Encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'avait pas le choix. Donc nous, on allait vraiment voir ça. Et après, on allait voir, je remets notre plaid de départ, hein, Boisson, Lille, et puis nos propres tournées, quoi, avec nos véhicules électriques. C'est ce qu'on a fait au départ. Donc on allait voir les producteurs de boissons, Max allait voir tout le monde, etc. Moi, je me suis chargé de trouver un entrepôt. Steph Latech, je me suis chargé d'acheter des véhicules. Enfin, voilà, on allait et puis on a rencontré différents acteurs pour faire nos choix. Donc, mais très vite. Et voilà, plein d'autres business, ça serait différent. Il y a un point, par contre, que je peux peut-être conseiller. Avec Addictis, j'avais lancé le truc et pendant 6-8 mois, j'avais été un peu dans ma grotte avec une petite équipe. L'époque des stagiaires, et puis on avait démarré un peu, et puis on s'est retrouvé le grand jour quand on s'est lancé en avril 2009. Ça y est, on est live. En fait, j'ai pas assez confronté mon idée, le projet à du monde. Je l'ai pas assez fait. Là, avec le fourgon, j'en ai parlé avec plein de gens, plein de potes, disant c'est comme ça. Et en fait, ça nous a vraiment convaincus. Et on s'est pas trop trompé où on voulait aller, mais concrètement, j'invite vraiment. Une idée, ça vaut rien. Les gens qui me disent il faut que je te parle d'une idée. Est-ce que tu me signais un NDA, lettre de... parce que moi, je fais pas la confidentialité. Pardon, désolé, je fais les anglicismes, je ne trouve plus les mots, ça fait vraiment pas ch'ti, ça. Mais concrètement, ce truc-là, ça sert à rien. L'idée, il y a 15 personnes au même moment qui l'ont en France ou 200 dans le monde, quoi. Le sujet, c'est l'exécution. Et nous, depuis le début, ce qui fait notre force, c'est qu'on va vite. On s'est mis dans un truc, c'est qu'il faut dérouler. C'est une course contre la montre sur nos dépenses au quotidien, sur l'acquisition client, sur le fait de pouvoir passer à l'étape d'après de financement. Et si on passe pas à l'étape d'après de financement, il n'y a plus de boîte. Voilà. Quand on a levé des fonds cet été, il nous restait 1 mois et demi de trésorerie, même pas. Si on avait décalage de truc de 3 mois, j'ai bien dormi. Hein. Allez, t'es confiant? Merci Charles. Oui. Bonsoir Charles, bravo pour ton témoignage et ton impact. Client fourgon depuis 2 ans. Je suis quelqu'un de bien. J'avais quelques questions sur la sustainability et sur l'aspect que ça apporte, notamment en termes de metrics. Est-ce que tu arrives à le mesurer au niveau de ta boîte et au niveau de ton secteur d'activité? Il y a une étude de l'ADEME sur laquelle on s'est basé parce qu'effectivement, au départ, on était vraiment sur ce truc de dire la bouteille qu'on jette, c'est quand même du bon sens, on va la réutiliser. Donc,
mais néanmoins, on voulait mettre des chiffres. Et l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement française, là, qui je le résume comme ça, avait sorti des études 5-7 ans avant qui montraient que le réemploi permettait d'économiser 79% de CO2 à chaque cycle. Et on avait du mal à s'approprier parce que quand on fait ce qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie, les données sont un peu mises d'une certaine façon, donc il faut vraiment aller dans le cœur. On avait du mal à remonter le truc. Donc, à un moment, on voulait aussi montrer à quel moment c'est mieux que le plastique. Parce qu'on savait que le premier usage était problématique parce que si les deux sont jetés, le plastique gagne, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, en faisant toute l'étude, en prenant les vraies données du fourgon, de là où on fait les appros, parce que Evian, qui est vendu dans le Nord aussi, c'est un peu plus de kilomètres que Saint-Amand. Et donc, on a repris toutes ces données-là et vraiment, en D3 utilisations, on était mieux disant partout. Donc, on a vraiment été chercher le truc dans le détail. Et après, on s'arrête pas. Donc ça, c'est notre cœur, c'est notre rotation quotidienne. Donc, comment on remplace ça et ça et ça. Et on a des débats en interne. On va faire du savon et du gel douche solide aussi, en plus de faire du liquide. Et se pose la question de l'étiquette. Parce que l'étiquette, c'est un élément légal. Il faut pouvoir dire les compositions, quelles qu'elles soient. Sur le savon, je suis pas un expert, mais en tout cas, il faut expliquer ce qu'il y a dedans, quoi. Et donc, on dit comment on le vend à nos clients, ce truc-là. On pourrait mettre une étiquette, ok, ça on est obligé de le faire. Donc l'étiquette, c'est le seul micro-déchet papier, donc c'est tout petit, on pourrait dire que de toute façon c'est mieux. Ok, ça, why not? Dans tous les cas, la loi nous l'oblige aujourd'hui. Mais comment on le transporte? On se dit, est-ce qu'on met ça dans un bocal? Mais est-ce que dans un bocal, on n'est pas en train de se dire qu'on fait un truc débile? Parce que finalement, voilà. Donc il y a un vrai truc où là, on arrive à dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette, par exemple, juste un papier tout autour du savon, hyper léger, savon qui sera beaucoup moins impactant qu'un nettoyage. Donc on se pose vraiment des questions jusqu'au bout là-dessus. Il y a peut-être des produits où on n'y arrivera pas. Donc voilà. Et là-dessus, c'est des sujets sur lesquels on travaille sur est-ce qu'on, en faisant une démarche, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc pire en fait. Donc voilà. Donc cette démarche, on est de plus en plus. On a recruté quelqu'un qui s'appelle Aurore, qui est Impact Manager chez nous et qui s'occupe de tous ces sujets-là, on les mesure. Et après, en parallèle de ça, il y a notre quotidien. On a les bâtiments. On a des fournisseurs qui nous livrent en carton encore dans des bouteilles. Parfois, les mecs, ils sont à 5 km de chez nous. Donc, on leur dit, tiens, on va consigner des caisses, livrez-nous dans les caisses, on sera vraiment zéro déchet sur l'emballage secondaire. Primaire, c'est la bouteille. Secondaire, le carton, principalement. Et tertiaire, c'est la palette. Et donc, voilà, c'est comment on réduit tout ça petit à petit. On a des déchets, évidemment, là-dessus. On les a minimisés parce que déjà, on a fait l'emballage primaire. On se pose vraiment la question de comment on va plus loin sur le secondaire et le tertiaire. Voilà, donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est comme ça qu'on essaie d'avancer dans une marche. On a un truc, on dit on est engagé. Ce qu'on veut, c'est juste, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les jusqu'au boutistes parce que les ayatollahs d'un sujet, ils font pas de volume. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on aille cranter un truc. Et quand, et bien le faire, c'est ce qu'on fait bien. Et comment on va plus loin derrière. Et si on avait voulu faire le truc parfait, on n'aurait jamais lancé la boîte. En attendant, on continue à mettre des bouteilles à la poubelle. Donc c'est vraiment comme ça qu'on essaie de raisonner. Une autre question en ligne sur le développement géographique, Charles. À quand l'arrivée du fourgon à Paris et en région parisienne? Il y en a qui sont allés à Paris récemment. La livraison dans le 8e arrondissement. Bon courage. Donc, Paris, ville la plus dense de France. Donc, c'est pour ça que tout le monde s'excite sur Paris en disant il faut venir, etc. Sauf que, il y a une concurrence de Maboule, de tout type de services de livraison, propre ou pas propre, ça c'est même pas le sujet. Donc, il y a une offre, une pléthore d'offres. Je crois qu'à Paris, ils utilisent beaucoup plus un service comme Deliveroo ou Uber Eats qu'à Lille, parce que forcément, on mange sur le pouce beaucoup plus, etc. Donc, déjà, énormément de concurrence sur la livraison, premier point. Deuxième, on ne sait pas bien circuler. Et troisième, des appartements 8 étages sans ascenseur pour porter des caisses de parfois 18 kilos dans des appartements où la question qui se dit déjà sur certains appartements à Lille, c'est de dire oula, la caisse de 40 cm voire 30 cm au sol, vu le prix du mètre carré à Paris, elle vaut cher la caisse. Donc il y a des vraies réflexions de dire je sais pas où la mettre, etc. Donc évidemment on a des usages, on vend une plaque en bois aujourd'hui, ça peut faire un siège, voilà, il y a plein de trucs qu'on essaie d'un peu imaginatif. Et puis on dit votre poubelle, vous allez la faire disparaître. Parce que moi ma poubelle de recyclage, je la mets une fois toutes les 3 semaines. Elle est vraiment vide. Donc voilà, je sais pas si les clients ici constatent à peu près la même chose.
le dernier point, c'est la fidélité. Paris, c'est une des villes sur la livraison. Je parlais avec le patron de Mondial Relais qui me disait Paris, c'est ce qui est le plus dur en fidélité sur des postes de livreurs et d'opérateurs. Donc, force pour toutes ces raisons-là, on s'est dit, on écarte. Par contre, il y a la banlieue parisienne qu'on va regarder un moment. Voilà, une chose à la fois. Donc, on est très content de faire Dunkerque, très content de faire Angers ou même Strasbourg avant, parce qu'il y a une vraie demande aussi en région et des villes où on circule mieux. Lille, c'est le meilleur sujet. Pour nous, c'est pour ça que je pense qu'on est une ville qui marche très bien, à la fois parce qu'on est lillois et donc on a certainement aidé avec le réseau, mais bonne densité de population, on circule pas trop mal quand même à Lille, en comparaison à des villes comme Bordeaux ou Lyon, et donc on a un rapport qui est plutôt bon. Donc voilà. Mais on va arriver, il y a 3 zones, le sud de la France, l'Île-de-France et la Normandie, voilà, il faut qu'on relève un peu d'argent. Merci. Merci Charles pour le partage. Moi j'avais une question par rapport à la nature de l'entreprise. Au démarrage, donc une start-up, une idée qu'on partage avec un copain, on s'entoure bien. Nous on démarre évidemment petit avec des grandes ambitions. Comment on accompagne en fait cette transition, ce changement de passer d'une petite structure à une structure qui se développe à vitesse grand V, avec donc des équipes qui grossissent. Donc quels ont été les impacts forts d'un point de vue interne? Et ensuite, comment vous accompagnez également le changement avec donc tes collaborateurs sur les partenaires en fait? Comment on arrive à les faire passer justement ceux qui sont pas encore tout à fait convaincus, qui se disent ouais c'est une bonne idée, mais quels ont été les arguments forts en fait pour transiter, on va dire, sur ce nouveau mode de fonctionnement? Alors sur la deuxième partie de question, il y a un effet moutonnier en fait qu'on voit beaucoup. Sans les citer, mais je vais quand même le faire, Brick House, qui était une des dernières brasseries un peu connues, qui est passée à la consigne il y a 8-9 mois. Quand je voyais le patron, je disais, je crois que tu es la dernière brasserie à pas y passer. C'est pas exactement vrai, mais et là il me regardait, il dit quoi? Donc voilà, on sait trouver quelques arguments comme ça. Et les premiers, voilà, et donc là il dit, ah oui, je suis le dernier, alors que je suis une brasserie qui est censée être moderne, etc. Et donc comment y aller? Donc voilà, on essaye. Il y a le sujet de l'énergie en fait aujourd'hui, plus naturellement, ce qui n'était pas le cas au début, donc plus compliqué. Il y a ce qui nous aide, c'est la marque parce qu'on commence à être un peu plus visible qu'avant, donc forcément. Et voilà. Et pour les réfractaires, on sait qu'ils y passeront. C'est comme ceux qui ne sont pas encore clients ici. Au fond de moi, je suis convaincu que vous allez tous y passer parce que je vous donnais un super truc. Mais en fait, concrètement, c'est juste une question de temps. En fait, le sujet. Parce qu'on leur fait prendre de la hauteur en disant, dans tous les cas, ça va se faire. Que ce soit le fourgon ou d'autres, ça va se faire. C'est une obligation. En France, je n'ai pas dit les stats, mais votre poubelle jaune de recyclage, elle est recyclée qu'à 26%. 26%. À l'U1, pourquoi sur le boulevard de Roubaix-Lille, de Tourcoing-Lille, pardon, ils ont creusé il y a quelques années un ensemble de tuyaux, c'est pour amener des réseaux de chaleur. Et la chaleur, elle est créée à partir de quoi? Des déchets. Donc on crame des déchets, parce qu'on ne sait pas bien les trier, les revaloriser, etc. Enfin, du coup, on les revalorise. Donc, ils ont mis un mot qui est la revalorisation. Madame Michu, elle entend ça, elle dit, ah, c'est bien, ils revalorisent. En fait, on crame du CO2, quoi. On crame du CO2. Donc voilà. Donc le sujet, voilà, il y a plein de sujets en plus sur les incinérations de déchets, enfin bref, donc tout ça, et d'enfouissement, pardon. Et donc tout ça amène quand même que le sens de l'histoire, c'est ça. Donc on essaie d'amener tous ces argumentaires-là, et puis les premiers qui nous soutiennent amènent les autres. Donc ça, c'est la deuxième partie. Sur la première, je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais je vais redire, c'est l'axe managérial qu'on essaie d'imposer en disant, c'est ça le projet, de mettre des objectifs très clairs pour chaque manager de BU, de service, en disant, c'est là vers où on va. Et la responsabilisation est un vrai truc. Je suis incapable de faire tout. Je peux pas faire les livraisons, je peux pas faire la prep, aller parler à un investisseur, etc. Donc c'est tout de suite s'entourer de bonnes compétences et de personnes pour aller à l'étape d'après. Et Addictis, quand j'ai démarré, j'avais peu d'argent à l'époque, donc j'ai démarré avec des stagiaires, un stagiaire est devenu employé, puis petit à petit on a pu faire comme ça, donc, en mode on construit. Là on a tout de suite pris des personnes qui avaient l'expérience, etc. Mais on avait un peu plus de moyens. Donc c'est un des leviers. Voilà. Et on a eu quelques échecs sur des personnes, sur des responsables d'entrepôts, où en fait on pensait que c'était on apprenait aussi, en fait aujourd'hui on prend des personnes avec vraiment de la capacité de management, qui est un gros sujet quand on est avec des équipes à Vendrochi, notre site, ils sont 70 personnes, il faut les gérer. Et puis c'est des gens qui, 3 équipes,
ça devient une vraie boîte aussi. Hein. Les gens, ils rentrent parce qu'il y a de l'impact, etc. Mais au quotidien, ils portent des trucs lourds. Et puis, il y a des clients qui sont très sympas, mais ça reste quand même un métier où, voilà, il faut. Voilà. Donc, si on n'a pas de bon manager, ça marche pas. Donc, on accélère vachement sur cette culture managériale pour être encore meilleur demain. Bonjour Charles, bravo pour ton parcours d'abord. Et moi j'ai une question qui concerne principalement Addictiz. Vu que tu étais fondateur solo et que tu n'étais pas technique, comment tu as fait pour avoir tes premiers clients directement avec ça? Écoute, j'avais quelques notions, mais c'est clair que je n'étais pas développeur. Stéphane, qui était le premier stagiaire arrivé, qui est maintenant mon associé chez Fourgon, je l'avais développé un premier truc, il m'a dit, gentiment, je me souviens toujours de cette phrase, j'ai 22 ans, il me dit, Charles, c'est vachement bien ce que tu as fait, mais on va tout refaire. Voilà, donc, mais donc, concrètement, il y a beaucoup de gens, enfin, tout le monde n'est pas entrepreneur. En fait, et c'est ni bien, ni mal, en fait. Chacun a sa vocation. Moi, je le sais fondamentalement que je suis, et je pense savoir embarquer les gens dans un projet, dans un esprit de conquête d'un sujet. C'est ce que j'ai fait à l'époque, quoi. Donc j'ai embarqué Stéphane, qui était plus 2-3 autres développeurs qu'on a trouvés, en allant voir toutes les écoles, en mettant des annonces partout. Puis il y a des mecs bien qui ont postulé, puis on a construit la première étape, comme ça qu'on l'a fait. Et j'avais un peu d'argent, je pouvais payer le salaire d'un stagiaire, donc c'est quelques centaines d'euros. Mais par contre, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et petit à petit, on a réussi à faire la version 0, la version 0.1. Et puis, comme j'ai un peu de bagou, je pense, commercial, j'ai réussi à vendre un premier truc. On a eu Paf le chien qui arrivait, qui nous a donné de la visibilité d'un coup. Voilà, donc c'est aller chercher chaque petite étape. Et en fait, peut-être un des points que j'essaie de conseiller à des entrepreneurs qui se lancent, souvent on veut la super idée, le truc génial, on voit le truc à 5 ans. Moi, je peux vous la raconter, l'histoire à 5 ans de Fourgon, on m'a posé la question tout à l'heure. On a un vrai truc de reverse aussi, de tri des bouteilles qui vient, on a investi, on a des lignes de tri automatiques des bouteilles, enfin ce qu'on faisait à la main, qu'on sait où on va. Maintenant, je peux pas faire ça si j'ai pas fait la première étape, en fait, d'avoir des premiers clients qui nous soutiennent, qui me permettront la deuxième. Et donc, on en reparle du process, donc c'est qu'est-ce qui te permet d'aller à l'étape d'après. Ce sera peut-être pas l'étape finale que tu as tout de suite en tête, et d'ailleurs heureusement, mais c'est quoi tes priorités pour aller à l'étape d'après. La rentabilité, aller rechercher un peu de fonds, de conquérir un nouveau client, peu importe la limite. Mais chaque chose est propre au métier. Là. Donc c'est vraiment petit à petit, quoi. Et de s'entourer avec nos moyens. Et je pense que quand on embarque, on a plein de gens qui veulent suivre. Est-ce que tu penses que c'est ta vitesse de développement qui fait que tu écartes tes concurrents futurs? Le marché est monstrueux, donc on a 2 boîtes qui nous copient en France, une à Paris qui s'appelle La Tournée, un autre qui s'appelle Disconsigne Strasbourg. Ils sont arrivés après nous, ils nous copient entièrement. La Tournée, c'est assez marrant. Je connais la fondatrice, on a parlé 2 heures ensemble, hein, je vais les voir. Donc, je suis à la fois, il y a un peu d'ego à se dire, attends, les mecs nous copient, mais dans l'autre sens, je suis très content parce que en fait, on se bat pas contre les uns contre les autres, on se bat contre les gens qui distribuent du plastique, quoi. Donc plus on sera, mieux ça sera, vraiment. Et après, on est dans un truc de business, donc oui, à nous d'être bons, quoi. Voilà. Donc oui, on a aussi voulu aller vite parce que on voulait aussi dans cet objectif de business et pour permettre de lever un peu plus de fonds et se donner les moyens d'être meilleur sur leur emploi, il a fallu aussi un peu aller vite. Donc cette volonté d'ouvrir plein de villes était aussi liée à ça. Mais là, on a stoppé volontairement parce que ça permet à toutes les équipes aujourd'hui de respirer, d'être meilleur sur l'offre, d'être meilleur sur les opérations, d'être meilleur sur des sujets RH, meilleur sur plein de trucs. Ça fait du bien à tout le monde. C'est reculé pour un truc dans ma tête qu'on ira vite derrière. Donc voilà, mais oui, il y avait un peu de ça, mais fondamentalement, c'est pas parce qu'il y a des gens à Paris qu'on va pas y aller. Hein. Le marché est monstrueux, hein. 100 milliards d'emballages par an. Voilà. Juste la boisson, je connais plus moins le chiffre alimentaire, mais la boisson, le marché de la boisson en France, c'est 30 milliards. 30 milliards, juste la France, 25% B2B, 75% B2C. Donc si dans 5-6 ans, je fais 2%, 3% de ce marché, je serais hyper content pour le business, déjà.
Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Bonsoir, merci pour ton partage. Tu parlais beaucoup de tes convictions éco et c'est pourquoi tu as fondé le fourgon. Est-ce que tu n'es pas une sorte de dissonance dans l'idée de oui, tu fais bien, mais en même temps, tu continues toujours à pousser la consommation? Je fais des blagues parfois. Quand j'ai des potes qui me disent ça, je dis c'est pas de ma faute si t'es alcoolique, hein, voilà, mais c'est pas pour toi, Riton. Non, en fait, oui et non. Je pense qu'il y a un... En fait, c'est pareil, quand on achète des véhicules, forcément pour livrer, on pourrait se dire, quand on achète des véhicules, on crame du carbone pour l'achat du véhicule indirectement. Mais sans ça, on change rien. Ça, on peut pas investir. J'ai un de mes investisseurs qui est le premier qui habite, lui, à Beyrouth et vachement au Moyen-Orient, et il est français, mais voilà, sa femme est libanaise. Et forcément, il est beaucoup dans l'avion. Mais il me dit, en fait, je l'ai investi le truc pour aller chercher des fonds sur le prochain fonds, pour investir dans des boîtes à impact. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je ne dis pas que c'est bien de prendre l'avion, je dis juste qu'il faut savoir mesurer ce qu'on fait, en fait. Donc, après, sur la consommation, je l'ai vu un peu au début. C'est vrai qu'il y a des personnes, forcément, qu'on connaissait bien, des amis qui me disaient « Ah, j'ai un peu pris plus que je prenais d'habitude. » Et donc, la petite bière que je n'avais pas dans le frigo, maintenant, je l'ai grâce à toi. Maintenant, tout ça se stabilise, en fait. On le voit bien dans une famille, etc. On est surtout en substitution, en fait, nous. Les gens qui achètent le lait chez nous, ils l'achetaient avant en Tetra Pak ou en plastique, ils n'en achètent pas plus qu'avant. Et par contre, ils ont un impact positif. Et on fait du lait d'avoine, donc peut-être qu'à un moment, ils vont se dire, je vais faire du lait d'avoine. Et du coup, ils auront un peu plus d'impact parce que le lait, dans notre bilan carbone, pèse beaucoup. Le lait de vache, etc. Donc concrètement, non, je suis pas en dissonance cognitive. Par contre, on fait vachement gaffe, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, à pas recréer des systèmes où, en fait, sous couvert de on est une boîte à impact, on peut faire n'importe quoi. Donc voilà. Et peut-être qu'on fera des conneries un jour, mais on s'en rendra compte et on est en arrière, mais on essaie de faire attention à ça. Voilà. Donc maintenant, je suis hyper aligné à dire il faut 100 milliards d'emballages. Hein, comment on défonce ça? Comment on aide les politiques à refaire passer la loi consigne? Comment on impose évidemment beaucoup plus de taxes sur les produits où les emballages sont à usage unique, en fait. Voilà, donc tout ça, il faut le faire. Donc, non, je ne le suis pas trop. Je le suis pas trop. Bonsoir, salut Charles. Bonsoir Justine. Ravi de revenir à un club entrepreneur après quelques années. Il y a quelques années, on était ensemble à Euratech pour faire un témoignage. On va reparler un peu de tech. L'IA dans tous tes process, tu utilises comment? Tu vois ça comment dans tes outils, dans tes processus? Alors l'IA, on le regarde évidemment, comme toute boîte. Je pense que c'est une obligation. On regarde. On n'a rien en applicatif aujourd'hui. Hein. C'est plus de termes de R&D. C'est Stéphane avec son équipe qui regarde ces sujets-là. On a, par exemple, sur le vin, on a une gamme de vins qui est vraiment canon aujourd'hui, mais forcément avec des producteurs indépendants. Donc, en fait, on ne connaît pas les vins. Pourtant, ils sont très bien placés, bons, etc. Donc, c'est comment on arrive à rentrer plus dans. Ce soir, je mange je sais pas quoi, des blanquettes de poulet avec un peu de salade. Qu'est-ce que tu me proposes? En fait, alors que aujourd'hui, les sélecteurs de vin, c'est bon. Je veux du rouge, du blanc. Ensuite, quand je suis dans le rouge, on me dit, tiens, peut-être Bourgogne, c'est peut-être un peu mieux. Enfin, c'est très didactique, un peu comme un chatbot à l'époque. Enfin, c'est didactique étape par étape. Donc, l'IA, on le regarde de cette façon-là, de dire comment ça peut ramener beaucoup plus de sens et de pertinence sémantique par rapport au choix des produits. Ça, c'est un des axes qu'on regarde, qu'on explore. Il y a un autre où on se pose la question. J'expliquais que quand on a un client qui appelle ou qui envoie un message, on décroche, on répond. Donc ça, on le fait bien. Et évidemment, le service client est ouvert de 8h30 à 21h30. À 23h, ça serait quand même assez cool qu'on ait, en tout cas, basé sur nos connaissances, quelqu'un qui puisse répondre de manière beaucoup plus fluide. En disant, soit en précisant de manière transparente que oui, c'est une IA, mais qui va déjà apporter une bonne réponse. En tout cas, voilà, c'est les choses qu'on regarde. Et ça, il y a le sujet, j'ai entendu des boîtes parler même de vocal là-dessus. Ça, il y a le centre d'appel vont se prendre un raz-de-marée, ça va être violent parce que on arrive l'IA permet aujourd'hui d'imiter une personne à la voix et d'avoir une vraie conversation et de vrais applicatifs aujourd'hui. Donc vous imaginez tous les centres d'appel qui vous appellent à longueur de journée pour faire des trucs,
voilà. Donc, c'est un sujet là-dessus. Donc, ça, c'est sûr que ça va être un raz-de-marée. Maintenant, l'IA va pas changer, enfin, va pas aider le monde à être meilleur. Voilà, on pourrait se passer de l'IA aujourd'hui fondamentalement, mais la tech est telle faite qu'on ne peut pas ne pas regarder. Donc voilà, deux pistes. On regarde vraiment le sujet produit, expérience client, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, sur l'autre partie. Et après, au quotidien, bah, il y a des articles SEO qui sont rédigés par l'IA, par ChatGPT, hein, et qui nous aident à être un peu mieux placés. Il y a des descriptions produits, il y a des calculs qui sont faits. Les techs utilisent vachement de ChatGPT pour aider à coder. Moi qui suis assez geek, je suis très data, donc je fais le truc que je maîtrise pas mal, c'est le SQL, ça permet de faire des requêtes sur des bases de données, etc. J'utilise vachement, et c'est impressionnant. Vous dites des trucs assez complexes, sors-moi la requête, voilà ma table, mes 3 tables, sors-moi la requête pour faire ça. Ça m'est déjà arrivé de poser une question assez précise, de prompter bien et de copier-coller le code, de le balancer en SQL, d'avoir la réponse. C'est impressionnant. Quand j'aurais certainement mis 1 heure, 2 heures, 3 jours parfois pour l'avoir. On ne pose pas 3 jours dessus, hein, mais voilà. Donc c'est ce que je fais entre 21h et 23h. Voilà. Donc oui, ça va être transformatif, c'est sûr. Donc voilà. Après, il y a plein de choses dont je ne sais pas ce que ça pourrait apporter. Voilà. Mais l'IA, c'est aussi un truc qui consomme beaucoup d'énergie. Hein. Voilà. Donc on fait aussi attention à créer un usage derrière qui ferait que d'un coup on a besoin de 37 000 serveurs pour faire fonctionner une question client. Ça coûterait d'ailleurs beaucoup trop d'argent, je pense qu'on ne serait même pas capable financièrement de le faire. Merci Charles. Merci Xavier de ta question et ravi que tu nous aies rejoints. J'en profite pour remercier et saluer nos 2 Xavier, anciens ambassadeurs du club entrepreneur. En introduction, avant que vous arriviez, on expliquait un petit peu la genèse du club qui avait été lancé il y a plus de 10 ans avec différents alumni impliqués. Et je suis ravie de vous avoir ce soir pour poursuivre l'aventure. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on avait encore une en ligne. Là-bas au fond, et après on prendra en ligne. En ligne, tu te fais pas entendre. On laisse Charles boire un petit verre d'eau Villers en attendant. Bonjour Charles. Je voulais savoir comment on devient du coup un chef d'entreprise à la tête d'une entreprise de 300 personnes et sûrement plus demain. Est-ce que tu te fais accompagner, coacher voilà. Oui et non. Donc comment en fait c'est assez vertigineux, mais en fait comme j'arrive à processiser les trucs en disant bah c'est organisé, c'est comme ça et le responsabiliser, en fait ça va. Maintenant oui, il y a des problèmes. L'humain c'est ce qui est le plus compliqué. Je l'ai dit. En fait les premières personnes ils ont soutenu financièrement. Je dis ça va être le plus gros sujet parce que on a des personnes dont pour certains la seule compétence qu'ils ont réellement c'est d'avoir un permis de conduire. Et vraiment des gens voilà, qui sont heureux de rejoindre l'aventure, mais donc qui n'ont pas de compétences ou de diplôme particulier. Et donc, voilà, par contre, ils ont un super savoir-être. Voilà, donc on les accompagne vachement dans ça. Et oui, c'est sûr que 300 et encore 300, c'est pas beaucoup, parce que on sera, si le projet continue tel qu'on imagine, on sera peut-être dans 5-6 ans, 6-7 000 personnes. Et donc oui. Voilà, donc, et peut-être, et un des trucs que je me dis au quotidien, peut-être que je serai plus la bonne personne aussi pour ça. Peut-être que il faudra qu'on recrute un DG, une DG pour gérer tout ça, qui sera certainement l'étape d'après. Moi, j'ai dirigé une boîte de 60 personnes et sur des profils vachement différents. Donc, j'apprends beaucoup en me préparant à ça, en posant les questions. Donc, j'ai pas de coach parce que certaines personnes ont des coachs. Peut-être qu'un jour il faudrait. Et après, j'ai un board, des associés avec lesquels on discute beaucoup. On a un comité de pilotage qui est en CODIR, dans lequel on échange sur tout ça. Donc voilà. Donc pour l'instant ça va, mais peut-être que dans 2 ans on nommera quelqu'un et qui devra le faire et je serai peut-être plus la bonne personne. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes de la boîte. Non, peut-être qu'un jour vous serez plus la bonne personne. C'est pas grave. Peut-être qu'il y aura un autre truc à faire dans la boîte. Peut-être que je m'éclaterai à faire autre chose. Voilà, mais oui, c'est sûr que c'est. Mais ce sujet de l'équipe est. En fait, je l'ai peut-être eu un peu plus il y a 1 an et demi quand on a passé les 100 personnes. Pas il y a un peu plus d'1 an, mais je pense que ça. Où d'un coup, on ne sait plus les prénoms. En plus, comme je suis pas bon dans les prénoms, vraiment, voilà, forcément, il m'appelle Charles, il me vous voit, donc voilà, ça c'est. Je leur dis, ça c'est raison de licenciement, donc vous voyez. Mais concrètement, non, c'est ça qui est plus dur aujourd'hui. Je suis passé outre et je lui dis, de toute façon, on peut pas faire autrement. Donc voilà, donc j'écoute beaucoup de podcasts.
dans des points. L'avantage de faire du vélo est quasiment 40 minutes de vélo par jour, minimum. Ce sera 1h30 aujourd'hui. Bah, en fait, on écoute, on s'inspire, je vais sur des sujets, d'autres, et voilà. Et je rencontre des entrepreneurs, je discute avec des boîtes qui ont à peu près les mêmes similarités que nous. Je pense qu'il y a une boîte qui s'appelle Murphy, qui fait du reconditionnement d'électroménager. Bah, ils sont un peu plus petits que nous, mais dans les mêmes problématiques. Bah, en fait, de temps en temps, on s'appelle sur ces trucs-là, quoi. Enfin, voilà, je pense citer quelques-unes, mais donc, voilà, c'est de partager, d'échanger. Voilà, et de se remettre en cause et de se dire que c'est pas que aujourd'hui on est comme ça, que c'est valable dans 3 jours. Et 3 jours, ça peut être une réalité. Hein. Une petite question en ligne, Charles. Quelle est ta réflexion d'extension, la demande client ou l'opportunité de producteur entrepôt? L'extension, j'ai un peu parlé pour dire faut savoir aller vite et puis à un moment faire un step back, une sorte d'effet plateau pour repartir après. C'est ce sur quoi on est en ce moment. Donc on relancera des entrepôts, j'espère, des villes en fin d'année. Donc il faut savoir le faire, mais se poser la question. Une des questions que je vous dire en transparence, c'est pas parce qu'on ouvre Marseille, Paris et Montpellier qu'un fonds d'investissement va vouloir nous soutenir demain. Il va plus nous soutenir si on a les bonnes métriques internes de rentabilité, opérationnelle, et voilà. Donc il y a des combats qu'il faut parfois mener à certaines étapes et d'autres pas. Donc voilà. C'est quoi les 2 autres points? Il y avait un autre point. La demande client. Toutes les interventions que je fais, il y a de plus en plus de clients en pourcentage. C'était 15% il y a un an, là c'était 40-50%. Donc ça veut dire qu'on commence à être un peu plus connu. Et il y a encore du boulot. J'ai rencontré aujourd'hui la personne qu'on va recruter pour notre entrepôt d'Angers, parce qu'on a quelqu'un qui change de vie, donc voilà, qui a bossé pour 1 an et demi, qui veut partir ailleurs chez sa copine, donc changer de ville et de vie. Et donc la nana qui a 0 déchet, très, voilà, ne nous connaissait pas. Elle nous a connus par l'offre. Et pourtant, elle est vachement là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore vachement de trucs en com à faire. Voilà, donc voilà, il y a encore un terreau énorme là-dessus. Et donc, on investit beaucoup d'argent en acquisition. Et on améliore les tunnels, on améliore notre message, on améliore les features pour pouvoir être meilleur, enfin, en tout cas, gagner les points de conversion. Donc, tous les jours, quoi, comme n'importe quelle boîte. Merci. Y a-t-il encore des questions, ou on peut, si vous le souhaitez aussi, passer au cocktail pour des questions et des échanges un petit peu plus individualisés avec Charles, si vous le souhaitez. Voilà, et petit code. Ils attendaient tous. Voilà. Donc nous, on a juste un truc, on a décidé de pas faire de promo. C'est-à-dire qu'on n'est pas une boîte à promo. Je ne vais pas me retrouver dans le syndrome de la vente distrib ou de boîtes de VADistes promophiles et qui voilà, ont du mal après. Par contre, on s'est accompagné. Donc pour ceux qui ne sont pas clients, soit vous trouvez un code parrain dans la salle, et je serais ravi que ça soit comme ça, soit il y a le code schéma. Ça vous permet d'avoir 10 € sur première commande, et en commandant ce soir, vous pouvez faire livrer demain matin ou demain soir. Ça tombe bien, on est vendredi demain. Donc certains, on a des apéros, des trucs. Voilà. Faut démarrer par ça. Voilà, faut tester. Faut tester. C'est vraiment le seul truc que je dis. Essayez. C'est valable sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu changes, Moi, j'aimerais faire des trucs, être un peu plus, mettre un peu plus d'impact, mais j'ai pas le temps. Je fais. Chacun est libre en fait. Certains, ils prennent l'avion 10 fois par an. Je leur dis, déjà, essaie de faire que 5. Voilà, sans jugement. Et puis, tu habites à 3 km de ton bureau, de temps en temps, vas-y en vélo. Tu verras, c'est beaucoup plus simple. Peut-être que tu iras tous les jours après. Voilà, tester. Faut se donner les moyens d'essayer de faire changer les choses. De toute façon, soit on fait le choix de le faire naturellement, soit ça va s'imposer à nous. Donc, on veut qu'on en prenne du plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci, Justine. Merci, Henri, pour ces échanges inspirant et impactant. J'en profite pour présenter Franck, comme tu n'étais pas là tout à l'heure, Franck Hano, et on a Adrien de Schema Ventures également, qui accompagne donc les étudiants sur le campus de Lille au sein de la direction Schema Ventures. Donc vous aurez l'occasion d'échanger aussi tout à l'heure. Merci à tous et je vous propose de passer au cocktail pour poursuivre les échanges.